de son rival, vous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD, toujours à Johannesburg où nous sommes résidents. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir une figure qui ne vous est pas étrangère. Je crois que c'est une personne qui a eu quand même à assister dans nos émissions 2, 3, 4, 5, 6 fois. Oui, il s'agit du grand leader, Bruno Katompa. Bruno Katompa, je crois que, comme on l'a dit, Namboka, Ezalakana Mikonzi Nayango, ici en Afrique du Sud, son rival leader du côté du combat. Mais Bruno Katompa est leader de tous les Congolais vivant ici en Afrique du Sud. C'est-à-dire, il est leader de la diaspora congolaise. Il est le patron du mouvement Congo Paradis. Pas trop de commentaires, je salue mon invité. Bonjour, monsieur Bruno. Bonjour, ça va. Ça fait vraiment longtemps que vous ne vous voyez plus, monsieur Bruno. Avez-vous laissé abandonner notre pays? Comment? Mais chaque fois qu'on a voulu parler du pays, je me suis toujours présenté bien volontiers devant votre caméra. Ah oui, ah oui, ah oui, je crois qu'à la il n'y a que ce problème des G7. Et Moïse Katumbi qui vient de démissionner. Alors nous aimerions avoir, à ton avis, en tant que leader de Congolais en Afrique du Sud, le G7 est parti en abandonnant la mouvance ou abandonnant M. Kabila. Et aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui a craqué à la porte. Moïse Katumbi n'est plus PPRD. Alors, justement là-dessus, votre commentaire. Eh bien, vous savez, sans rival, il y a quelques mois, nous avons eu une interview, moi et vous. Et à l'époque, je me rappelle, dans les réseaux sociaux, c'était des discussions autour du dialogue qui faisaient vraiment, qui étaient à la une. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le sujet a un peu changé de direction. Et on parle plus de G7. Et après les G7, c'est maintenant Moïse Katumbi qui ont maintenant détourné toute l'attention politique chez nous au pays. Mais est-ce que cela était quelque chose d'inattendu? Je crois que dans notre interview passée, j'avais fait allusion, vu les attaques qui venaient des uns et des autres, j'avais fait allusion à un mouvement en secret d'alliance qui était en train de se tisser. Je m'attendais sûrement à une chose pareille, et je crois que j'avais bien j'avais une bonne intuition pour en parler. Mais voilà, nous parlons aujourd'hui de G7. Et bon, je ne sais pas, et non, G7, ça a un peu dévié le débat autour du dialogue. Est-ce qu'il y aura encore le dialogue? Qui va encore aller au dialogue? Est-ce que les G7 aussi parleront du dialogue? Parce que ce sont des gens qui ont été dans la famille politique directe. Bon, les G7, voilà, ce sont des gens qui ont été avec Kabila depuis 2006. Des gens qui ont été avec Kabila en 2011. Pendant que l'opposition a décrié les fraudes, la tricherie aux élections de 2006 avec Mbemba, comme celle de 2011, ces gens étaient aux affaires avec le président Kabila, jurant en son nom, jurant fidélité au président de la République. Vous savez, à ce sujet, j'étais en train de faire une comparaison avec l'avènement démocratique quand Mobutu avait prononcé son fameux discours comprenez mon émotion. Et on avait vu immédiatement dans la salle Ngouzi qui était en train de se réjouir. Et à la sortie de la salle, Ngouzi annonçait la formation de l'Union sacrée, bon, je ne sais pas, son parti, et le retour sur la scène politique.
Vous qui avez été un compagnon fidèle, vous savez combien de fois il a quitté Mobutu et combien de fois il est rentré, même après des grandes humiliations. Et je m'attends aujourd'hui à de tels actes, parce que vraiment la scène politique congolaise est marquée par de telles scènes qui vraiment montrent une mauvaise image. Il n'y a rien de nouveau. Oui, il n'y a rien de nouveau, c'est une répétition. Ah, oui. Vous avez qui les G7, des gens qui ont soutenu Kabila en tout. Quand on a fait les tricheries, on fait la division provinciale, on arrête les gens. Ok. Toutes ces guerres, oui, ces gens ont été ensemble avec Kabila, jurant toujours au nom du président de la République. La tricherie, ils ont accepté. Bon, bien qu'aujourd'hui, on peut féliciter Moïse Katumbi d'avoir pris, d'avoir eu ce courage de dire et en parlant dans un langage vraiment dans un style propre à lui, comme on le connaît comme le plus grand leader de Mazembe. Il a amené un langage nouveau en parlant de penalty, du premier penalty et du deuxième penalty. Mais qu'on se le dise, monsieur Salivar, les G7, ce sont des gens comme à l'époque de Ngouz, qui ont mangé avec Mobutu et qui ont fait semblant d'aller dans notre camp. Mais à la fin, on sait ce que Ngouz a fait. Ngouz est venu au secours de Mobutu avec Kyungo. Et si ça n'a pas été l'intervention ou la venue de AFDL, eh bien, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, hein? Mais cela ne veut pas dire que je discrédite totalement ce groupe et les personnes qui le composent. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce que c'est une stratégie qui va servir la cause du peuple? Parce que, vous savez, ce que nous déplorons chez nous, c'est le manque de respect des lois. Bon, en ce moment, je sais que, par exemple, quand nous parlons d'arrestation arbitraire, c'est le cas de Mouyambo qui a été arrêté parce qu'il était dans une manifestation publique, politique. Après la manifestation, alors surgit le dossier, parce qu'il a levé le mot contre le président de la République. Alors, tous les dossiers de vol et tout ça, dans lesquels il était impliqué, surgissent. Donc, vous voyez que le PPRD au pouvoir a utilisé la justice pour son propre compte. Donc, la justice ne fonctionne pas pour... et tout le monde n'est pas égal. Pour les comptes de la population. Ça devient un instrument politique pour traquer les ennemis du régime. Monsieur Bruno Katumbi, on va y revenir parce que vous n'avez pas encore mis l'accent sur Moïse Katumbi. Aujourd'hui, la démission de Moïse Katumbi fait couler donc et des salives dans tous les coins. Je crois que du côté de la majorité, c'est de la mer à boire. Du côté de l'opposition interne, cette opposition qui croyait que M. Tshisekedi est fini et que maintenant, elles peuvent respirer, l'opposition peut respirer maintenant. Une autre personne arrive, Moïse Katumbi. Ça va vraiment faire du mal à Martin Fayulu, à Gabriel Mokia, à Franck Diongo ou à Vital Kamere. Alors vraiment, en fait, je ne suis pas entré dans leurs pensées. Ce sont des gens que je respecte. Franchement, vous pouvez nous aider parce que vous avez pris beaucoup de temps au Katanga et puis vous êtes juriste de formation. Quelle est l'image que vous avez de Moïse Katumbi? Parce que Moïse Katumbi est plus connu au Katanga. Partout, on connaît, en fait, on entend parler de Moïse Katumbi, mais on ne les connaît pas mieux. Il a plus évolué au Katanga. Moïse Katumbi, aujourd'hui, tout le monde en parle. Les yeux de beaucoup de gens sont fixés vers lui. Peut-être que c'est lui le candidat des Occidentaux. Peut-être que c'est lui le candidat
je ne sais pas, des Américains ou des Français. Parce que ce sont eux qui dirigent notre Congo. On se les dise franchement. Alors, le peuple congolais qui vous attend en ce moment en tant que leader, ici en Afrique du Sud, donnez-nous l'image de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est un type qui reflète vraiment un leader qui peut diriger le Congo? Bon, vous savez, des fois, les sentiments sont permis quand on veut parler des leaders. Moi, je suis né au Katanga, j'ai grandi au Katanga. C'est vraiment une région qui est chère pour moi. Je connais personnellement la famille de Katebe. Oui. Et parce que pour avoir été à la société minière chez Camille dans le temps, j'ai une bonne mémoire du service que la famille de Katebe avait rendu ou rendait à la région du Katanga. Parce que il y avait, par exemple, le poisson que M. Moïse, le grand frère de le grand frère de Moïse, qui est fournissait à la GKB. Et ça a permis, il a été vraiment un entrepreneur, c'est une famille d'entrepreneurs qui était vraiment remarquée, non seulement sur le plan du business et de l'alimentation, parce qu'il avait beaucoup aidé à stabiliser la région en denrées alimentaires. Et je crois que la société Gégami, qui comptait à l'époque plus de 40 000 employés, ne dépendait que de lui pour nourrir ses employés. En tout cas, j'ai eu une bonne mémoire. Quand vous parlez de cette famille, j'ai eu une bonne mémoire. C'est la mémoire des gens qui étaient au service du peuple et du petit peuple. Une famille moderne. Oui. Et l'histoire de Mazembe n'a pas commencé avec Moïse. Il a hérité ça de son grand frère encore. Donc c'est cette histoire qui est vraiment marquante pour tous ceux qui ont vécu au Katanga, qui fait que, aussi personnellement, je suis sentimentalement attaché à la famille de Katebe et de Moïse, bien que n'ayant pas de relations directes, mais comme tous les Louchois, comme tous les Katangais, j'ai assisté à beaucoup d'œuvres louables de cette famille. Du temps de Mobutu. Donc vous soutenez votre frère Katangais? Non, je ne dis pas, je ne suis pas en train de parler ici de soutien sur le plan politique. Je ne suis pas encore arrivé là. Moi, je parle des sentiments personnels. Je dis que j'ai des bons sentiments parce que ça me rappelle chez moi, ça me rappelle les services que nous avions vraiment applaudi, que nous avions vraiment... C'est-à-dire que le peuple peut espérer quelque chose de oui, bon. donc il y avait quelque chose de positif de cette famille. Donc je crois que cette famille, les Congolais peuvent attendre encore beaucoup d'elle. C'est une famille qu'on ne pourra pas accepter qu'elle disparaisse de la scène politique. Mais quant à la présidence, ça c'est une autre affaire. Parce que maintenant, quand nous rentrons dans la scène politique, la présidence, si oui, Moïse Katumbi serait le meilleur candidat pour le Congo, ça c'est une autre question. Parce que quand nous parlons de Moïse, nous ne pouvons pas le dissocier de sa famille directe politique. Parce que j'ai suivi Lambert Mende qui parlait de Moïse Katumbi comme une créature de Kabila. C'est vrai. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je vous ai rappelé ici les activités de la famille Katebe au Katanga à l'époque de Mobutu. Vous voyez? Donc ça n'avait rien à voir avec Kabila. Et même quand Laurent Kabila est venu au pouvoir, Moïse particulièrement, je crois même Katebe, n'était pas au Congo. Ils sont partis et Moïse est rentré quand Joseph est venu. Alors, sur ce plan-là, sur ce côté-là politique, j'ai quand même des réserves parce que ma façon de voir est celle-ci. C'est que nous avons ici la main des puissances extérieures
qui, encore une fois, démontrent qu'ils sont là pour jouer les cartes politiques au Congo. Et je crois que M. Moïse Katebe et Moïse Katumbi seraient en proie à cette puissance étrangère. Écoutez, qu'on le veuille ou pas, depuis 60 jusqu'à présent, on peut déplorer cela, mais ils ont eu une influence incontournable politiquement au Congo. Si nous avons eu Kabila qui est resté au pouvoir, il suffisait que la communauté internationale refuse et s'y implique. Quand il s'agissait de tricherie, on n'aurait pas Kabila au pouvoir. Comment est-ce que l'AFDEL est entré au Congo? L'AFDEL est entré au Congo avec l'aide des puissances extérieures, parce que le Rwanda n'avait pas de moyens pour pouvoir organiser une marche militaire de rébellion de Kivu jusqu'à Kinshasa. Non. La logistique a été fournie par les puissances extérieures. Les pays voisins du Congo, tels que la Zambie, tels que le Malawi, la Tanzanie, tous ces pays-là ont eu des injonctions, ont reçu des injonctions pour laisser passer l'AFDEL, qui est entrée, par exemple au Katanga, à partir de la Zambie. Là où c'est clair, il y a une main visible de l'ingérence extérieure. Alors, est-ce que c'est celui-là qui a été plébiscité par ces courants internationaux? Les choses laissent croire cela. Voilà. Et ça sera un peu dommage. Ça sera dommage pour l'opposition qui a commencé une démarche. Hein. Oui. Bon, je crois que peut-être qu'ils ont compris que sans l'aval de cette communauté internationale, même s'ils gagnaient les élections, ils seront contrôlés. Je crois qu'ils ont compris ça à la fin pour entrer dans cette histoire de dialogue que moi, jusqu'à présent, je soutiens. Oui. En tout cas, cette naissance des G7 et avec l'appui de Moïse Katumbi, moi je crois que c'est un coup d'État contre l'opposition interne. Vraiment. C'est vraiment un coup d'État contre l'opposition interne. Réveillez-vous, Martin Fayulu, réveillez-vous. Franck Diongo, veillez-vous, réveillez, car vous avez maintenant des concurrents. Aujourd'hui, on ne parle plus de vous, mais on ne parle que des G7 et de Moïse Katumbi. Alors, ce qui me fait mal, moi, M. Bruno Katumbi, c'est la constance au niveau de nos politiciens. S'il faut parler, je prendrai un pion de G7 comme M. Kyungwa Kumwanza. Kyungwa Kumwanza a été à côté de Mobutu comme étant un Mobutiste. Il a servi Mobutu. Kyungwa Kumwanza, un Tshisekéliste. Avec Tshisekedi, ils ont fait les 13 parlementaires. Ils ont créé l'UDPS. Kyungwa Kumwanza, à côté de Mouzé Laurent Désiré Kabila, comme un vrai Kabiliste, parce que le petit qui est au pouvoir n'est pas un Kabila. Alors, vraiment, et on voit encore Kyungwa Kumwanza à côté de Joseph. Et maintenant, au soir du règne de M. Joseph, parce que qu'on le dit, c'est seulement M. Kabila, Joseph appartient à l'histoire. Et Kyungwa Kumwanza maintenant, il voit Moïse. Vous voyez qu'il n'y a pas de constance politique. C'est ce qui est grave. Ce n'était qu'une parenthèse. Je peux un peu revenir sur cette parenthèse-là, parce qu'elle me semble être très importante. Parce que c'est la caractéristique du politicien congolais qui sent l'odeur du pouvoir et va après elle. Je crois que on l'a vu avec l'Union sacrée, M. Kyungwa Kumwanza, un grand politicien, un grand leader reconnu au Katanga, et je crois dans le pays. Et malheureusement, il y a cette caractéristique d'opportunisme qui est commun à tous les politiciens congolais. On ne peut pas accuser que Kyungwa Kumwanza. Et je crois que la problématique... Mais c'est un défaut. C'est pas encouragé. Je n'encourage pas du tout. J'ai dit que c'est ça une caractéristique de corruption qu'il y a dans la politique congolaise, mais qui malheureusement semble réussir et semble avoir de l'emprise sur les autres qui sont dans une bonne démarche, qui revendiquent des bonnes
de bonnes causes, mais qui n'arrivent pas à avoir le pouvoir hein, et appliquer leur programme politique. Sans doute, sûrement, vous savez, le Katanga, c'est une région très importante au pays. Le Katanga a joué un rôle politique très important à l'indépendance. Et maintenant, avec aussi le renforcement de sa position économique dans le pays, vient aussi un renforcement politique au pays. Et je crois qu'il faut accepter que les personnes comme les Kyungwa Koumaze et les Moïse, qui ont été gouverneurs de cette région qui est puissante économique, vous savez, qui parlent de l'économie, parlent aussi de l'influence politique. Donc, qui parle de l'économie, parle de l'influence politique, parce que l'économie influence la politique. Alors, je dis qu'il a l'avantage de venir de cette région-là. Alors, c'est un joueur de cartes qu'on ne peut pas mettre à côté. Qu'en déplaise à nous, les Kassaïens, qui souffrons, parce que nous avons un passé où nous avons été des victimes injustes. Je peux ouvrir une autre parenthèse, s'il vous plaît. Loin d'être tribaliste, je n'ai jamais été tribaliste sans rival. Oui, s'il faut parler de la géopolitique, Mouzé Laurent Désiré Kabila, le 3e président du Congo, entre guillemets, Katangé. Après lui, c'est Petit qui a volé notre nationalité. Il s'est plus allié du côté de Katangé, c'est-à-dire entre guillemets, Katangé. L'autre président congolais, Mouzé Katangé, et les faux fils de Mouzé Katangé. Et les troisième aussi qui vient après, qui sont aussi Katangé, Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi... Successivement, s'il vous plaît. Après l'un, l'autre arrive Katangé, l'autre encore arrive Katangé, l'autre encore Katangé. Cette géopolitique, vous ne voyez pas que ça fait pas aussi... Oui, je crois que certains Congolais pourraient être mal à l'aise devant ce monopole de pouvoir. Parce que vous savez, dans le temps au Katanga, les Kassaïens ont été victimes parce qu'ils étaient accusés de monopoliser, par exemple, la vie économique au Katanga et peut-être même la vie politique. Mais voilà que maintenant le Katanga sort au niveau national et est en train de rentrer dans les mêmes erreurs, de monopoliser le pouvoir. Alors je trouve que c'est vraiment regrettable parce que j'aurais souhaité que ça soit une image où on parle, on démontre une certaine inclusion des autres ethnies, d'autres régions dans la gestion du pouvoir chez nous. Mais de toute façon, la réalité est là, c'est que en ce moment, le Katanga est dans une bonne position. Ok, on aura du mal à pouvoir vraiment la course au temps déconsidérer cet avantage, à vouloir lui refuser cet avantage. Vous voyez la région du Kasaï par exemple aujourd'hui. Nous avions à l'époque une production de diamants qui faisait vraiment de l'économie kassaïenne une fierté et qui pouvait donner de l'influence sur le plan politique. Vous vous rappelez quand il y avait des monétisations à l'époque de Mobutu, n'eût été le diamant qui faisait que le dollar se retrouvait principalement au Kasaï. Écoutez, le Kassaïen aurait manqué cet appui-là qui a fait de lui vraiment un acteur principal dans les mouvements de revendication politique chez nous. Voilà, c'est malheureusement le tour de Katanga. Naomi Mefessino, derrière la caméra, qui nous reste plus ou moins 5 à 6 minutes. Oui. Je crois que, d'après mes réseaux secrets, Moïse Katumbi a des affinités avec M. Etienne Tshisekedi Lumumba. Oui. Moïse Katumbi a des relations vraiment privées avec M. Etienne Tshisekedi Lumumba, que je salue en passant. Moïse Katumbi a l'appui de beaucoup de gens. Alors, prochainement, il y aura, parlons peut-être d'un autre volume,
on va consacrer tout un volume à parler de Moïse Katumbi. Qui est Moïse Katumbi? D'où il vient, où il est né, sa philosophie politique, sa pensée, tout cela. Alors pour l'instant, parlons maintenant des combattants qui ne veulent pas des élections, ils ne veulent pas non plus du dialogue. Eux veulent du soulèvement populaire. Nous en sommes maintenant avec le préparatif du soulèvement populaire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui savent plus sur quel pied danser. Soulèvement populaire, oui. Quand est-ce que ça aura lieu? Les élections, on n'en veut pas. C'est ça le point de vue de la diaspora. Et vous, en tant que leader, qu'est-ce que vous en dites? Nous nous approchons petit à petit à la fin du mandat de M. Kabila. Le dialogue n'a toujours pas eu lieu. Nous nous approchons petit à petit à la fin du mandat de M. Kabila. Le soulèvement n'a toujours pas eu lieu. On s'approche petit à petit, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on s'attend à quoi. Parce que M. Kabila, apparemment, il ne veut pas quitter le pays. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, sans départ, le mouvement combattant est ancré principalement dans la diaspora. C'est regrettable que, avec ce mouvement, je me rappelle juste après les élections de 2011, M. Tshisekedi avait appelé, aujourd'hui c'est controversé son message, il avait appelé à ce que les Congolais arrêtent Kabila, qu'ils puissent lui amener. Et je crois que nous avons eu le temps de mesurer les moyens de notre politique. Je parle des moyens politiques des combattants. Il y a beaucoup d'attitudes réactionnistes. Mais quant à la réalité sur le terrain, l'impact que peut avoir le combattant sur le terrain devant le régime en place, je crois que nous manquons une évaluation correcte de la réalité. C'est un mouvement, je crois peut-être, qui est destiné à sensibiliser, à mobiliser les gens dans la diaspora, mais dont l'impact à l'intérieur du pays est vraiment limité. Et moi, je crois que toute politique doit, à chaque époque, se réévaluer et s'adapter aux nouvelles réalités. Je crois que c'est un appel qui n'est pas lancé seulement aux combattants, mais c'est un appel aussi qui est lancé au mouvement d'opposition qui semble avoir été surpris par le coup des G7. Moi, j'en parlais déjà. Je vous ai dit qu'il y a des alliances qui se faisaient. Je n'ai pas contact avec ces gens, mais j'essaie, par les analyses politiques, d'essayer d'anticiper les événements politiques. Je comprenais que les attaques qu'il y avait entre les uns contre les autres, ça pouvait avoir comme sous-bassement cette émergence d'une alliance qui était en train de venir. Et je n'ai pas eu tort de penser comme ça. Pour moi, je crois que la distraction qu'il y a aujourd'hui dans la diaspora, où les uns s'accrochent à une rhétorique tribale, une rhétorique contre le dialogue, pour le soulèvement, je pense que c'est une distraction qui aura mal servi l'opposition. Parce que maintenant, dites-moi, si M. Katumbi se présente comme vraiment l'alternative incontournable pour la présidence du pays, si aujourd'hui, j'ai entendu que M. Katumbi parlait, donc se référer au président Kabila comme le père de la démocratie. Alors bon, moi je lui concède pas cela, parce que pour moi le père de la démocratie c'est Tshisekedi. Oui. Mais il aura aussi marqué, parce que si il y a une transition et nous avons un nouveau président, eh bien on aura à célébrer Kabila comme le premier président qui a permis une transition démocratique. Et pour cela, on devra lui rester reconnaissant. Alors, je vois que dans la démarche de Katumbi, parce qu'il était dans la famille de Kabila, il connaît bien Kabila, il ne peut pas s'empêcher de dialoguer avec Kabila, je ne crois pas. En tout cas, tel que je vois son contour politique, c'est quelqu'un qui est disposé à une démarche pareille. C'est là où je pense qu'il peut changer les cartes.
Et c'est l'illusion que les gens se sont faites par rapport aux accusations contre M. Tshisekedi d'aller en dialogue avec Kabila, c'est pour permettre le glissement. Mais écoutez, la même chose Katumbi peut le faire. Rien n'exclut que Katumbi peut entrer en confiance avec Kabila. Rien n'exclut que ça peut avoir été un jeu, parce que déjà à l'époque j'entendais dire que, ben écoutez, les gens faisaient le plus que bon, et Kabila et Moïse Katumbi feront comme Poutine et Medvedev. Comme Kabila et Kamere qui a échoué. Ah oui, ça sera le tour de Katumbi, et puis Kabila peut rentrer après. Qui dit que ce n'est pas vrai ça? C'est une possibilité. Parce que moi je ne crois pas que les relations entre Moïse Katumbi et Kabila sont aussi mauvaises comme les gens le prétendent et avec les bruits que Mende est en train de faire. Je ne crois pas. Parce que je vous rappelle ici, Katumbi était à l'aise à rentrer au pays quand Kabila a pris le pouvoir, Joseph Kabila, par le père. Donc je crois que les deux personnes ont une histoire que seulement les deux connaissent. Alors, étant sortis pour une raison de défense de la Constitution, c'est une bonne raison politique pour propulser son image politique. Et il aura joué bien sa carte. Ok, monsieur Bruno Katumba, vraiment, nous sommes ici en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui a marqué l'histoire du combat en 2010, 2011, 2012, 2013. Je crois que l'Afrique du Sud est aujourd'hui incapable de se choisir un candidat au présidentiel. Vraiment, pendant que vous aussi vous êtes là, mais l'Afrique du Sud, parlons de la diaspora en général et de l'Afrique du Sud en particulier, incapable de se choisir un candidat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites si on accepte qu'il y ait élection? Qui est notre candidat ici en Afrique? Écoutez, moi je regrette, il y a eu une action à féliciter. Si nous parlons de la diaspora sud-africaine, parce qu'on voit comment la mobilisation s'est faite pour soutenir les élections en 2011 et soutenir en particulier M. Tshisekedi. Je crois que l'Afrique du Sud avait été le plus grand, il avait donné la plus grande contribution et dans le soutien à M. Tshisekedi. Et cette contribution se serait traduite, n'est-ce pas, en une mobilisation constante, même pour envisager un candidat potentiel, à part M. Tshisekedi, parce que nous savons qu'avec l'âge, le président Tshisekedi risque de ne pas être, je ne sais pas, je fais ce commentaire avec des réserves, risque de ne pas être peut-être disponible pour le présidentiel de 2020. Écoutez, je parlais avec Roseline, le peuple d'abord, qui m'a confirmé que M. Tshisekedi va très bien. Il va extrêmement bien. JBK Musique me le dira encore. Amiral Teams me l'a confirmé que M. Tshisekedi est en super forme. Pas plus tard que hier, j'ai parlé avec c'est celle qu'on appelle Somi Yambeli. Cela fait ma joie d'entendre cela, mais parce que c'est vraiment le poids lourd de la politique congolaise. Bon, c'est regrettable qu'une campagne vraiment de dénigrement soit montée contre lui, et peut-être ça préparait la sortie des G7 de Moïse Katumbi qui ont les poches pleines pour pouvoir financer. Je n'accuse pas, hein? Je fais une spéculation, c'est seulement une spéculation que je fais, et je dis que je saluerai particulièrement un retour éminent de M. Tshisekedi sur la scène politique, un retour à Kinshasa. Et alors les cartes vont vraiment se jouer. Est-ce que, comme vous l'avez dit, nous pouvons attendre une alliance entre Katumbi et Tshisekedi, parce que je sais que Katebe Katoto en particulier a toujours été proche de Tshisekedi. Et moi, ça me ferait une grande joie de voir cette alliance émerger.
qui va postuler, hein, comment est-ce qu'ils vont s'entendre, qui va postuler à la présidence, que ce serait Katumbi ou bien ils vont laisser Tshisekedi, je ne sais pas. Mais ça me fera une grande joie de voir cette alliance là-bas. Revenons à notre montant, vous avez oublié, l'Afrique du Sud n'a pas de candidat. Je disais que l'Afrique du Sud personne. L'Afrique du Sud n'a pas de candidat parce que l'Afrique du Sud, quand je parlais du soutien de l'Afrique du Sud dans la candidature de Tshisekedi, je parlais de la capacité au fait de l'UDPS de pouvoir mobiliser ses moyens en provenance de l'Afrique du Sud pour soutenir les propagandes de M. Tshisekedi. Bon, alors, c'est pour faire remarquer que Tshisekedi au niveau de l'Afrique du Sud était vraiment le politicien prédominant. Et le fait que nous avons une crise au niveau de l'UDPS, où vous avez Félix... J'ai comme l'impression que vous n'entrez pas dans ma danse. Ok. Vous êtes en train de dévier ma question. Non, mais je suis en train d'aller... Je développe ça autrement. Je voulais vous rappeler qu'à mes côtés, M. Bruno Katompa, c'est aussi un millionnaire congolais, s'il vous plaît. Oui. Ce monsieur est un businessman, il a de l'argent, il a des immeubles propres à lui. Et il y a eu Bernard Katompa qui est aujourd'hui inexistant, je ne sais pas de quelle politique il est en train de faire. Il y a eu prof André Mbata qui est résident ici en Afrique du Sud, il a fait des bruits et ces derniers temps on ne l'entend plus. Alors en Afrique du Sud où nous avons remarqué la présence de plusieurs têtes importantes qui peuvent diriger les Congos demain, mais aujourd'hui le silence et c'est vraiment un véritable chaos. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je ne parlerai pas de véritable chaos. Je crois que ces gens, ce sont des politiciens avertis qui suivent le vent là où il va. Je crois que vous n'allez pas me dire que M. Bernard Katompa ou bien prof André Mango, il serait sur le prix du développement actuel des choses politiques chez nous. Ça, ce sont des politiciens avertis, en tout cas à mon sens. Je crois qu'ils ne vont pas décevoir la confiance que je leur fais, de croire que ce sont des gens qui auraient anticipé de nouveaux développements politiques chez nous. Non, je fais confiance au professeur Mbata. Il ne pourrait pas être vraiment surpris par le développement actuel des choses. À titre d'information, le 30 octobre, tous les combattants, toute la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, nous sommes tous invités à aller à Cape Town soutenir nos amis, nos combattants de Cape Town qui ont organisé une grande marche vraiment du siècle, réclamant le départ de M. Kabila, non au glissement. Alors le 30 octobre, tous, nous serons à Cape Town. Alors, encore une fois, merci à Songambeli pour de grandes révélations que vous m'avez données. À bas le tribalisme, pas de tribalisme comme l'a dit Songambeli. Songambeli m'a révélé beaucoup de choses sur une personne que je me réserve à citer les noms, mais cette personne, c'est vraiment un diable à confesser. Prochainement, je citerai son nom, mot de la fin. Monsieur Bruno Katompa, nous sommes arrivés presque à la fin. Je voulais parler, entre parenthèses, de la polémique autour de l'alternance politique. J'ai suivi les analyses de Lambert Mende, qui parlait de l'alternance et qui a aussi parlé du référendum. Je voulais rappeler à l'opinion que notre pays s'appelle comment? République démocratique du Congo. Donc, l'aspiration à la démocratie, c'est une aspiration depuis l'indépendance. Quand nous avons eu la lutte contre Mobutu, c'était pour qu'on puisse revenir à un système démocratique tel qu'on l'avait souhaité déjà en 1960, où on avait eu les premières élections donc pour l'indépendance. Cette aspiration reste dans les cœurs des Congolais. Nous avons une constitution qui reprend, n'est-ce pas, un système politique démocratique chez nous et qui parle de démocratie, ne parle pas d'autoritarisme et de la dictature. Donc, dans le concept démocratie, il y a le respect de la loi, il y a l'alternance parce que ça exclut l'autoritarisme et la dictature. Parce que le mot démocratie aussi implique la liberté et l'indépendance. Donc si vous avez quelqu'un
qui s'éternise au pouvoir, il va compromettre les libertés, les droits fondamentaux. Donc, la démocratie ne peut pas aller dans le même sens que la dictature. Ce sont deux choses qui vont l'un contre l'autre. Donc, on ne peut pas parler de dictature et d'autoritarisme, de monopole de pouvoir dans un système démocratique. Non. Même quand on parle d'un système à parti unique comme en Chine, mais il y a même une alternance politique. Il n'y a pas autoritarisme parce qu'on voit des personnalités différentes qui passent à la tête du gouvernement chinois. Vous avez aujourd'hui Xi Jinping qui est président de la Chine, mais avant lui, il y avait un autre. Et vous voyez qu'il y a cette alternance. Donc même dans un système à parti unique, il y a lieu d'avoir une alternance démocratique. Votre dernier mot pour la tranche d'aujourd'hui, si vous En avez tout cas, je suis vraiment content du développement actuel politique à l'intérieur de notre pays. Et je veux dire que le Congo n'est pas le Burkina Faso, le Congo n'est pas Brazzaville, Burundi. Je sais qu'un soulèvement populaire, c'est un moyen de pression qui peut contraindre le gouvernement à ne pas prendre une mauvaise direction qui va compromettre le choix démocratique et le respect de la Constitution que nous attendons chez nous. Mais il est vraiment important que l'opposition parle un seul langage parce que devant une tentative de déviation telle que je vois avec le régime qui a tenté avec une fois déjà à changer la constitution qui avait échoué, je dis que nous devons avoir un même langage. Et avoir un même langage, même si nous ne faisons pas une opposition violente, seul un seul langage peut changer les choses chez nous. Sinon nous opposons tous pour sauver notre démocratie. Je crois que et la communauté internationale va respecter le peuple congolais et tous ceux qui veulent tricher encore une fois, parce que vraiment ils ont été capables de le faire aux élections de 2011, maintenant il faut donner encore des excuses pour tricher et créer un glissement et maintenir le régime actuel au pouvoir. Je dis, nous pouvons sauver le pays si nous avons le même langage en disant non au référendum, en disant non à un glissement quelconque. Voilà. Ah oui, merci. C'est Bruno Katumpa, le leader de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud. Il dirige un grand mouvement où on retrouve les Bakongo, les Baluba, les Bangala. Le nom du mouvement Congo Paradis. Alors vraiment. Je veux que notre Congo devienne un paradis où on peut cohabiter dans la paix. Et quand je parle de la paix, je pense d'ailleurs encore aux victimes de Béni qui continuent à avoir des victimes. J'ai entendu le ministre Mende parler de terrorisme maintenant. Maintenant ce n'est plus la rébellion, il parle de terrorisme. En tout cas, mais il semble vraiment y avoir une défaillance totale. Merci à notre Manadia Jacques, merci vraiment à Elnaona Privé, merci à Média Medina en Hollande, merci vraiment à vous tous qui avez prêté attention à cette tronche, vraiment on est ensemble. Jules Rabi, Balobi, Yobe Bolingo, comment vous savez Mamboka, Choye qui toque à moi sur Sali, à la Guissio, à Bossali, sur Mamboka, des salutations à tous les amis qui nous suivent de partout, docteur et pas français, je crois que au prochain volume, on va carrément révéler ma solo oyo Songambela Ibsengi Salinga chair des poules Songambela les États-Unis d'Akobimisa Poulele ma solo tout solo là qui vraiment Salinga vraiment chair des poules makasi pour Namboka Nabiso ya Congo. Je salue tous les Bangala mes frères amis, je salue tous les Swahiliphones, je salue tous les Bakongo et je salue tous les Balouba. Alors vraiment
D'abord, c'est les sous-bananios. Équateur, Médina, encore une fois, à côté de la sœur Céline Miezi, on est toujours ensemble alors qu'on nous balance le poche publicitaire de l'agence Avida rapidement. Just laden with sadness that everyone's heart is filled with the gladness of love, Why not share? Yes, and the Lord does not bring me down. Why not share? He ain't here my way to there. Why not share? Yes, and the Lord does not bring me down at all. Yes, and the Lord does not bring me down at all. Yes, and the Lord, why not share? Yes, and the Lord does not bring me down at all. Why not share? Yes, and the Lord does not bring me down. Kolo pambo l'initiative ya boy na mboka batebele basaka batebele kusale do bataya boy ça na Avida mining system solution ya madiamanta. Why not share? Yeah.